Sanctions économiques, sportives, culturelles, la Russie est mise au banc dans le monde. Les représailles occidentales vont-elles vraiment mettre le pays à genoux? La population russe va-t-elle en pâtir? Et quel impact aussi pour les économies européennes ou encore les pays du Sud qui dépendent notamment beaucoup des matières premières pour l'alimentation? Avec nous pour en parler, Eli Cohen, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Ina Denisova, bienvenue à vous également. Vous êtes journaliste et documentariste russe. Et à Moscou, notre correspondant Julian Colling. Julian, une image pour commencer, les Russes se sont rués ces derniers jours sur les distributeurs de billets, des longues files d'attente, de quoi raviver chez certains, pas les plus jeunes certes, mais le souvenir de la crise financière des années 1990, quand des millions de personnes avaient vu leur épargne bancaire se volatiliser avec la dévaluation du rouble et l'inflation. Julien, les premières conséquences des sanctions financières occidentales, elles se font déjà sentir à Moscou et en Russie plus largement? Bon, je pense que c'est encore un petit peu tôt pour, en tout cas pour les Russes du quotidien, de sentir les conséquences des sanctions qui affectent bien sûr en premier la macroéconomie russe et qui donc le soufflet va mettre un peu de temps à se faire sentir. Mais vous l'avez dit, on l'a vu dans votre off, c'est vrai que les Russes ont tout de suite compris qu'il y avait tout de même un problème et ils ont vu bien sûr le rouble chuter. Ça, les Russes, tout le monde suit régulièrement le cours du rouble face à l'euro et face au dollar. Et donc le rouble a perdu plus de 30% de sa valeur depuis la semaine dernière. Et donc bien sûr, voilà, les files d'attente et les Russes essayent, comme en temps de crise généralement, de retirer le plus possible d'argent pour faire des réserves pour la suite, car ils ont compris que la situation était très grave tout de même. Alors même les Russes qui voudraient voyager également ont compris qu'il fallait faire des provisions, mais il faut aussi rappeler que bien les Russes également pour l'instant n'ont pas, ça affecte pas leur vie quotidienne totalement cette chute, puisqu'ils ne peuvent pas voyager actuellement en Europe. On sait que le ciel est fermé pour les Russes actuellement, et donc je pense qu'il faut encore attendre pour voir les conséquences réelles sur le porte-monnaie des Russes et peut-être une chute du pouvoir d'achat et l'inflation également, la hausse des prix. Et pour les Russes qui vivent à l'étranger comme vous, comment ça se passe? Ina Denisova, hier vous avez réussi à retirer de l'argent, sauf qu'aujourd'hui, le groupe Sberbank, principale banque de Russie, se retire du marché européen. Toutes ses filiales, je parle sous le contrôle d'Eli Cohen, ont fait faillite. Est-ce que vous allez tenter à nouveau ces prochaines heures de retirer de l'argent? Je vais essayer de retirer juste après notre émission. On va voir, mais c'est sûr que mon revenu est déjà diminué beaucoup. Et je ne sais pas encore comment je vais vivre le mois prochain. Ça, c'est une bonne question. Et vous en pensez quoi? Vous trouvez ça du coup injuste ou vous dites que la Russie, si on peut dire, a mérité ces sanctions massives de l'Occident? Mais tout ça, c'est grâce à Poutine. À cause À cause, oui, grâce. Mais ces sanctions, vous les comprenez, même si elles vont faire très mal au peuple russe? Comment dire, c'est pas l'Europe qui a fait ça, qui a commencé ça. C'est la réaction dans l'agression. Et Eli Cohen, 7 banques russes exclues du système bancaire mondial SWIFT. SWIFT, certains la présentent, pardon pour le mot, mais comme l'arme atomique et économique. Qu'en est-il? Ah non, je ne crois pas du tout que c'est ça qui constitue l'arme atomique. L'arme atomique, ça a été la combinaison de 3 outils qui sont utilisés pour la première fois. Un, priver la banque centrale russe des outils de la politique monétaire. Et ils ne peuvent plus vendre des titres et injecter des liquidités ou acheter des titres et retirer des liquidités. 2, ils ne peuvent plus faire de politique de change, c'est-à-dire ils ne peuvent plus acheter et vendre des roubles pour peser à la hausse ou à la baisse sur le rouble. Et puis 3, ils gênent fortement les transactions à travers ce que vous venez de dire, c'est-à-dire en interdisant à la plupart des banques russes d'accéder au système SWIFT. Donc c'est la combinaison des 3 qui fait que le rouble a perdu 30%, les taux d'intérêt à court terme en Russie sont montés à 20%, et les banques, dans leur travail ordinaire, sont privées de l'outil SWIFT, et ils sont même privés de l'outil de ce que j'appellerais le crédit interbancaire. Vous savez, les banques passent leur temps à se prêter de l'argent. Et donc, si vous voulez, c'est la combinaison de ces 3 outils qui est inédite et qui va étrangler progressivement le système. Et les oligarques, 488 dans le viseur des Européens, est-ce que ça peut changer la donne Alors ça, si vous voulez, à mon avis, la stratégie, c'est une tenaille. D'un côté, on fait pression, en gros, sur le peuple russe en
en le menaçant en gros d'une dérive inflationniste, d'un tarissement du crédit, ça c'est ce que je viens d'expliquer. Et d'un autre côté, on dit aux oligarques qui vont être atteints directement dans leur jouissance, si j'ose dire, puisqu'on va les priver de leurs outils que sont les yachts, les propriétés immobilières londoniennes, etc. Mais c'est une guerre économique ou pas? Parce que, regardez, Bruno Le Maire hier, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe à peine quelques minutes plus tard. N'oubliez pas que les guerres économiques, dans l'histoire de l'humanité, se sont souvent transformées en guerre réelle. C'est Dmitri Medvedev qui répond au ministre français de l'économie. On est dans une guerre économique. Non, Bruno Le Maire lui-même s'est rendu compte de la grande bêtise de cette déclaration. Il l'a retiré immédiatement. Pourquoi bêtise? Parce que quand vous dites à quelqu'un que vous allez lui faire la guerre, d'abord, il faut la faire sans le dire, premièrement. Et deuxièmement, si vous le dites, vous vous exposez à avoir la réaction de Medvedev qui dit « Attention, au bout des guerres économiques, au bout des guerres idéologiques, au bout des guerres culturelles, il y a les guerres tout court. Et donc, est-ce que Monsieur Le Maire... Mais en même temps, dans les faits, il y a quand même une guerre économique contre la Russie. Non, c'est pas une guerre. Ce sont des pressions très fortes. Attendez, je vais prendre le problème autrement. Oui. Est-ce qu'on a tari aujourd'hui les sources principales de revenus des Russes, qui sont le pétrole, le gaz, les matières premières? Non. Il y a un bateau d'ailleurs qui a pu arraisonner en France. Ils peuvent continuer à vendre leur pétrole, ils peuvent continuer à vendre leur gaz. Et vous avez noté que les banques qui servent à faire le clearing des opérations de pétrole et de gaz n'ont pas été interdites de trafic SWIFT. Y compris via SWIFT d'ailleurs, exactement. Ce qui est tombé aujourd'hui. À mon avis, la vraie épreuve, si vous voulez, c'est lorsqu'on décidera de ne plus acheter du pétrole et du gaz russe, de ne plus acheter des matières premières, c'est-à-dire le jour où on aura trouvé des alternatives aux fournitures russes, dans le titane, dans le blé, et on va voir tout à l'heure justement l'impact sur les économies européennes et notamment françaises. Ina Denisova, quand vous avez vu cette invasion russe il y a 7 jours, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quel était votre sentiment? Est-ce que c'était la colère? Est-ce que c'était la honte? Tous les deux. Peut-être avec la honte, c'est un peu plus compliqué parce que moi, je suis une partie du milieu social en Russie, à Moscou, qui toute la vie a protesté contre Poutine. D'accord. Donc vous êtes une opposante au président russe Vladimir Poutine. Oui. J'étais dans la rue en 2011, quand il y a des fausses élections. J'étais dans la rue toute l'année 2012, dans Bolotnaya. J'ai fait le film sur Crimée, sur l'annexion de Crimée. Vous avez tourné en 2015 en Crimée, un an après l'annexion, pour voir ce qui avait changé sur place. Ça s'appelle Back Home, c'est bien ça le titre de votre film? Oui. La rentrée à la maison. Rentrée à la maison. La rentrée à la maison, c'était le film qui Vladimir Poutine a montré dans le premier... C'était son film, c'était pas mon film. Le film avec le nom La rentrée à la maison était montré dans la première chaîne à la télévision. À la télévision. Et vous avez dit, je vais vraiment interroger les habitants de Crimée pour voir ce qui avait changé pour eux et si vraiment tout était bien, quoi. C'est ce que vous avez voulu faire. On vous invite aussi parce que vous êtes à Simferopol en Crimée, précisément. Oui. On sent deux peuples frères, c'est fratricide, mais tout à l'heure, on avait ce témoignage, Ola, 23 ans, professeur d'anglais et de français, qui a dit plusieurs fois qu'elle avait la haine. C'est ce que vous voyez aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un amalgame aujourd'hui entre tous les Russes et cette guerre qu'a lancée Vladimir Poutine? Malheureusement, la guerre a commencé il y a 8 ans. La guerre a commencé avec l'annexion de Crimée. Après, c'était Donbass et c'était cette guerre qui a duré pendant 8 heures. 8 ans, pardon. 8 ans. La guerre, comment dire, le colère des Ukrainiennes aujourd'hui. Elle n'est pas nouvelle, vous voulez dire? Ouais. Non, c'est pas. Comment dire? C'est la réaction normale pour l'agression. Vous la comprenez? Malheureusement, oui. Bien sûr, il ne faut pas généraliser
tous les Russes qui sont divisés, qui sont différentes. Et on verra tout à l'heure avec vous, quand Marie Jiquel va nous rejoindre, si vous êtes pour le boycott ou non des artistes et des musiciens notamment qui soutiennent Vladimir Poutine. En attendant, on va aller à Moscou. Julien, je me tourne à nouveau vers vous. Les Russes, on a vu ces manifestations, ces gens qui bravaient l'interdit, 6000 arrestations déjà en l'espace de quelques jours en Russie. Les Russes et l'opinion publique, ils soutiennent Vladimir Poutine et son invasion de l'Ukraine ou pas forcément? Non, il faut. Je pense pas qu'il faut dire ça. Pour le coup, autant la crise 2014 avait été reçue par les Russes parce que c'est très différent, c'est quelque chose. Il retourne un peu à la normale et à une réparation de la justice historique. Là, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'effectivement, le sentiment de honte, on le retrouve dans pas mal de commentaires à Moscou, à Saint-Pétersbourg, sur les réseaux sociaux. Par exemple, les gens qui sont plus peut-être à un niveau d'éducation témoignent ce sentiment de honte et de colère parce que, encore une fois, ils ont peur aussi de cet amalgame qu'il soit associé, bien sûr, à Vladimir Poutine et que tous les Russes soient mis dans le même panier, en fait, justement, que l'Occident ou le monde pense que tout le monde soutient cette guerre et c'est pas du tout le cas, en fait, une fois de plus. Alors, bien sûr, il faut tout de même ajouter un petit bémol, c'est que la société russe est très divisée, en fait, entre les gens qui habitent plutôt dans les régions, qui sont peut-être un peu moins informés, qui ont moins de sources d'informations disponibles et actuellement, l'État russe est en train de réduire le plus possible les sources d'informations en coupant des différents médias, en bloquant des sites. Là, aujourd'hui, YouTube, même, apparemment, a commencé à être bloqué par le régulateur des télécoms russes. C'est extrêmement grave. Et donc, les gens qui ont seulement accès à la télévision et la télévision d'État, les chaînes d'État, on peut dire, ont un son de cloche totalement différent. On leur vend toute la journée que la guerre en Ukraine, c'est pas vraiment une guerre et que c'est uniquement pour aller sauver les russophones dans le Donbass, par exemple, et que c'est une simple petite opération militaire. Et donc, il faut vraiment diviser entre les gens qui ont accès à l'information, qui ont réussi à comprendre ce qui se passait vraiment, et ceux qui pensent que c'est pas du tout ce qu'on dit en Occident. Donc, c'est assez difficile. La société est très divisée. Mais là, on sent quand même qu'il y a un vrai rejet, en fait. Il y a un vrai rejet, une vraie sidération, en fait. Les gens ne comprennent pas comment Poutine a pu aller aussi loin et attaquer la sidération, la sidération, Julien, merci pour la sidération, c'est ça qui, pour l'instant, à Moscou, c'est le sentiment qui domine. C'est le sentiment qui domine. Eli Cohen, l'Allemagne débloque 1,5 milliard d'euros pour acheter du gaz naturel liquéfié. Bon, les États-Unis, on imagine, se frottent les mains, mais ça, c'est encore un autre sujet. Les conséquences pour des pays européens, notamment la France, qui dépend 17% du gaz consommé dans l'Hexagone russe, 13% du pétrole. Est-ce qu'il faut s'attendre à un cataclysme? On parlait des banques, la Société Générale, par exemple, est directement impactée, Renault aussi. Alors, il faut distinguer trois choses. La première, c'est l'énergie. Bon, l'énergie, il n'y a pas de pénurie physique, ni de pétrole, ni de gaz. Donc, même s'il y a des perturbations dans la fourniture à partir de la Russie, ça ne va pas avoir de conséquences cataclysmiques. Par contre, ça pousse à la hausse les prix de l'énergie. Or, comme vous le savez, les prix de l'énergie avaient déjà augmenté. Et là, on doit être, je crois, à $113 le baril aujourd'hui. Donc, le prix du pétrole a fortement augmenté. Et depuis un an et demi, le prix du gaz a été multiplié par 6. Ouais, on n'a jamais vu ce genre de choses. Ne soyons pas trop européocentrés. On est très regardé, on le sait, à TV5 Monde, en Afrique notamment, dans le monde arabe. On sait qu'au début des printemps arabes, beaucoup ont parlé, notamment du cas de l'Égypte, de l'augmentation des cours du blé qui ont provoqué des manifestations. Absolument. Certains disent que c'est même aussi peut-être ce qui a déclenché le conflit syrien. Mais dans l'histoire... donc, est-ce que c'est risqué là? Non. Franchement, on ne risque pas de pénurie. On risque juste des hausses de prix. Même dans les pays du Sud? Même dans les Mais pays du l'histoire, Sud. vous disiez? Mais le problème, c'est que ça, c'est le court terme. À moyen long terme, il faudra par exemple que l'Europe essaye de se défaire de cette dépendance à l'égard du pétrole et du gaz russe. Et ça suppose effectivement des investissements dans des unités de GNL. Ça suppose qu'on accroisse les capacités de production ailleurs. Ça suppose que l'Europe veuille vraiment conquérir sa souveraineté énergétique ou à tout le moins une autonomie dans la fourniture d'énergie. Et alors là, c'est terminé, mais vous me dites oui ou non, la Russie va-t-elle être à genoux avec ses sanctions, oui ou non? Ou vous trouvez que c'est exagéré de dire sanctions dévastatrices comme le disent les Américains, les Européens? Avec les sanctions actuelles, non. Merci. Merci beaucoup, Eli Cohen. Restez avec nous, Ina, voilà qui est clair. Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Moscou. On reviendra bien entendu vers vous pour suivre l'évolution de la situation en fonction de cette guerre en Ukraine.